Bonsoir, nous sommes le 30 octobre. Merci de nous rejoindre sur TV Fil 78. Il est 18h si vous nous suivez en direct. Voici les titres de ce 7-8 l'actu. Son contrôle d'identité mouvementé avait déclenché des émeutes durant le mois de juillet à Trappes. Cassandra Belin, qui porte le voile intégral, comparaissait ce matin devant la justice pour outrage à policier et port d'une tenue dissimulant le visage dans l'espace public. Elle n'a pas fait le déplacement. Son procès a été renvoyé au 11 décembre. Les feuilles mortes sur les voies, un danger pris très au sérieux par la SNCF en dehors des accidents. Cela peut également entraîner des retards dans le trafic. À Trappes, le centre de maintenance s'adapte pour limiter le phénomène. Le salon du chocolat, porte de Versailles à Paris, c'est parti. Les gourmands se retrouveront jusqu'au 3 novembre. Quelques 250 exposants sont présents pour cette 19e édition. Parmi eux, des Yvelinois, nous les avons suivis. L'image du jour, c'est bien sûr l'arrivée sur la base aérienne de Vélizy-Villacoublay des ex-otages français enlevés il y a plus de 3 ans sur un site minier dans le nord du Niger par Al-Qaïda. Ils ont été accueillis par leur famille et par François Hollande. Les conditions de leur libération restent inconnues, même si l'on évoque une rançon de 20 millions d'euros. Pierre Legrand de Couffé, Daniel Laribe, Marc Ferré et Thierry Doll, 4 hommes travaillant notamment pour le géant du nucléaire Areva, installé d'ailleurs à Montigny-le-Bretonneux, Areva qui se refuse à tout commentaire. Je vous propose en revanche d'écouter à présent le président François Hollande sur le tarmac de la base yvelinoise ainsi que les filles de l'ex-otage Daniel Laribe. Je veux saluer leur courage. 3 ans. 3 ans d'épreuves, d'attente, de souffrance. Ils sont non seulement des hommes qui ont subi ces moments, mais ce sont de grands citoyens français qui ont fait honneur dans leur captivité à la France. Nos 4 amis vont retrouver, c'est déjà fait, leur famille et leur vie. Je veux leur souhaiter tout ce qu'on peut dire à des hommes qui ont maintenant la liberté, c'est-à-dire le bonheur. Vous le retrouvez quand, votre papa? Le plus tôt possible. Là, il est parti juste pour 3 heures. On le retrouve ce soir. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Du bonheur, forcément. Rien que ça. Quels ont été les premiers mots que vous avez pu échanger avec votre père? Je m'en rappelle même pas, j'étais complètement dans le flot d'émotions. Donc voilà, il m'a demandé si j'avais fini mes études de médecine, entre autres. On se rattache à du concret. Comment ça va se passer cette journée? Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est le début d'une nouvelle vie. Voilà, merci. Le procès de Cassandra Belin renvoyé au 11 décembre. Elle s'était opposée à un contrôle de police à Trappes cet été, un contrôle motivé par le port d'une tenue dissimulant son visage. Elle devait comparaître ce matin à Versailles, mais seulement son avocat était présent afin de déposer une question prioritaire de constitutionnalité contre la loi interdisant le port du voile intégral dans l'espace public, une loi en vigueur depuis 2011. Ce recours est une première. Le procès est donc suspendu. Yolène Thorez et Elodie Moine. Cassandra Belin devait comparaître ce mercredi à Versailles pour outrage à policier et port du voile intégral sur la voie publique. Son procès a finalement été renvoyé au 11 décembre prochain. Absente, elle était représentée par son avocat qui a déposé une question prioritaire de constitutionnalité contre la loi interdisant le port du voile intégral dans l'espace public. Une première concernant cette loi en vigueur depuis 2011. Si on met en place une loi qui à mon avis est une loi liberticide, mais qu'on vient dire aux services de police, éviter de verbaliser parce qu'il peut y avoir des émeutes dans les quartiers ou que sais-je, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut faire bouger les lignes. Et ce que je souhaiterais, c'est qu'une interdiction générale de la dissimulation de visage dans l'espace public, que cette loi tombe et soit totalement abrogée. Cette loi entre les mains de policiers islamophobes, c'est un permis de chasser la femme voilée. Intégralement couverte. Intégralement couverte. Philippe Bataille affirme avoir la preuve qu'un des policiers tenait des propos à caractère islamophobe sur Facebook avant et après les faits. L'avocat des fonctionnaires de son côté n'évoque pour l'instant aucune poursuite contre ces propos. L'arme de destruction massive de la part des gens qui sont dans le radicalisme islamique et qui consiste à dire qu'on ne peut pas parler de l'islam sans être islamophobe, ça me paraît en soi très dangereux. Quant à la question prioritaire de constitutionnalité déposée par la défense, il rappelle qu'elle a fait l'objet d'un examen général avant sa promulgation et qu'il n'y a aucune raison juridique d'en demander un nouvel examen. C'est une nouvelle illustration de ce que les gens qui se prévalent sous couvert d'un vernis religieux
d'un argumentaire qui est en réalité politique, utilise toutes les voies de droit, utilise toutes les facultés qui sont offertes par notre système démocratique pour essayer de le contrer. D'ici le 11 décembre, le procureur de la République va prendre des réquisitions écrites sur cette demande de QPC. C'est l'heure de l'entretien de cette édition avec ce soir Thierry Coertier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef de projet anti-enrayeur à la SNCF. Aujourd'hui, la SNCF qui présentait son dispositif pour lutter contre les désagréments causés par les feuilles mortes. C'est en effet l'automne, il faut faire face aux conditions naturelles. Cependant, première question, le sentiment tout de même qu'on a, c'est que ça intervient chaque année, ces feuilles mortes. Et pour autant, c'est la première fois qu'il y a une telle action qui est menée par la SNCF. Pourquoi ? Donc les feuilles mortes arrivent tous les ans, que ce soit en France ou dans le monde entier. Les feuilles tombent à certaines périodes de l'année, selon la température extérieure, selon le vent, selon plein de paramètres. Et chaque année est différente. Et donc nous, on a décidé, avec le STIF, avec le syndicat des transports de France, d'investir dans un dispositif qui permet de préserver la vie des essieux lorsque la circulation des trains est difficile. C'est lié à des changements de train aussi également peut-être ? Alors il y a le trafic qui augmente tout le temps. On est quand même dans une augmentation du trafic en Île-de-France. Et donc les petits dysfonctionnements deviennent ont parfois des grosses conséquences puisque le trafic tend à augmenter. Donc les trains sont équipés de systèmes ABS, comme Voilà. sur les voitures, ça fonctionne comment ? Alors donc c'est sur votre voiture, dès que vous freinez sur une plaque de verglas ou sur une zone humide, vos roues se bloquent. Et donc le système, c'est exactement la même chose, libère un petit peu l'essieu du train, lui permet de retourner normalement, de reprendre sa vitesse nominale, et on recommence, ça refreine en permanence jusqu'à ce que l'adhérence soit normale entre le rail et la roue du train. Depuis quand ce système a été mis en place ? Comment ça s'opère au niveau de la maintenance ? Alors donc c'est une chaîne industrielle qu'on a montée spécialement sur Trappes, donc elle a été implantée pour répondre à ce besoin dit industriel, et on a commencé les études en 2012. On a monté ça sur une première rame qui a été équipée à Rennes en 2012. Après, on a fait une campagne d'essai entre Lyon et Marseille pendant environ 2 semaines. Et on a mesuré tous les paramètres de ce système. Et la chaîne a effectivement commencé le 26 avril. On a monté en série, et on continue d'ailleurs à monter en série ces dispositifs. Et ça va se poursuivre jusqu'à quand ? Jusqu'en mars 2014. On aura fait 100% du parc en 2014. Aujourd'hui, on est à 53%. Il faudra recommencer l'opération à l'automne prochain ? Non, ça sera tout le parc aura été modifié. Ça sera opérationnel pour toutes les. Donc là, on parle que d'un parc ligne N qui est bien ciblé. Sur le parc qui concerne ce centre de maintenance qui est tout à implanté à Trappes. Alors plus de détails sur ce dispositif justement avant de poursuivre cette discussion avec ce reportage d'Olivier Maniscalco et de Jonathan Villeman à Trappes. Oui, l'automne, les feuilles tombent, notamment sur les rails de la SNCF, ce qui entraîne des retards ou des suppressions de trains. Tout simplement parce que des rails encombrés de feuilles mortes deviennent l'équivalent de routes verglacées pour nos transiliens ou RER. Résultat, les roues s'abîment, patinent, les freinages sont plus longs, on appelle ça l'enrayage des trains. Afin de lutter contre le problème des feuilles mortes, 38 rames sont actuellement en cours d'équipement anti-enrayeur dans l'unité opérationnelle de Trappes. Alors un anti-enrayeur, c'est au train ce que l'ABS est à votre voiture. C'est un système qui permet, en cas de patinage ou d'enrayage, d'éviter le blocage des roues. On est aujourd'hui sur la ligne N, Paris-Rambouillet, Paris-Dreux, Paris-Mantes. Ce sont des rames à 2 étages, qu'on appelle entre nous les VB2N. Et ce sont sur ces 35 VB2N qu'on installe des dispositifs d'anti-enrayeur. On l'a fait sur la ligne N, on l'a aussi fait l'année dernière, il y a 2 ans, sur la ligne D du RER, de telle sorte que tout le parc transilien soit équipé. Pendant l'automne 2012, près de 7000 trains avaient été touchés par les effets du freinage ou de l'enrayage causés par les feuilles mortes des arbres, soit 1280 heures perdues. La région la plus touchée avait été celle de Paris-Rive-Gauche, avec 165 heures de transport perdues. Nous parlons d'un phénomène de saison dans le journal de ce soir. Les feuilles mortes, la SNCF, vous l'avez vu, qui doit s'adapter afin d'éviter des conséquences aussi bien sur le trafic, éviter également les accidents. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences désastreuses à ces feuilles mortes qui jonchent les voies ? Non, alors on n'est pas dans un domaine de sécurité à 100%, on est quand même dans un domaine de préserver l'état de l'essieu, parce que quand vous avez un frottement rail contre roue, c'est de l'acier contre l'acier, vous rabotez la roue, donc elle devient un carré, on peut dire, il y a un plat dessus, et donc ça, il faut que ça soit repris à un moment ou à un autre dans le cycle de maintenance. Donc lorsqu'on fait une opération de reprise de ces roues, on arrête le parc. Vous ne pouvez pas monter dans le train, donc on supprime des trains. Donc ce n'est pas du tout souhaitable. Donc on permet de libérer du parc en évitant que les trains soient arrêtés pour des raisons de maintenance. Je vous repose la question, pourquoi ça n'a pas été fait avant ?
Alors après, le trafic sur la ligne N a augmenté fortement. On a déjà commencé sur la ligne D. On a d'abord voulu vraiment mettre au point la chaîne industrielle sur la ligne D, et après on décline progressivement, donc on a décliné sur la ligne N. On peut toujours dire oui, c'est trop tard, mais ce sont des investissements très lourds qui sont dans des circuits validés, de validation, etc. Et on n'investit pas de l'argent public sans des exigences de résultats. C'est à hauteur de 14 millions d'euros. Hein. C'est 14 millions moitié d'euros, entre la SNCF et puis le STIF également, la région, qui finance. Derrière tout ça, il faut des hommes pour intervenir. On les a vus à travers le reportage. Ce sont de nouveaux emplois, ce sont des gens qui ont été formés. Alors donc on a constitué un noyau de cheminots qui viennent d'un peu partout en France, donc de Rennes à Lille en passant par Nîmes. On a constitué ce noyau de gens qui sont très expérimentés, qui ont compagnonné un peu le reste des gens qui sont venus sur la chaîne. On peut dire c'est un tiers de très expérimentés, et les 2 tiers ont été faits par des recrutements directs. Donc on a recruté des gens et ça constituera un vivier d'emploi pour la SNCF Transilien en région parisienne. On parle de ces feuilles mortes et il faut lutter pour que les trains puissent passer, en tout cas ne puissent pas s'abîmer et que ça entraîne des retards dans le trafic. Ces feuilles sont aussi ramassées. C'est un autre dispositif. Comment ça fonctionne ? Alors, donc là, jusqu'à là, on parlait de la chaîne industrielle, mais sinon, il y a d'autres éléments de prévention pour éviter l'influence des feuilles. Donc, le premier, c'est d'élaguer. Vous enlevez les arbres le long de la voie, vous n'aurez plus de problème de feuilles mortes qui tombent dessus. C'est très lié. Ensuite, il y a un wagon qu'on appelle un wagon laveur de la voie. Donc, il vient nettoyer, comme un nettoyeur à haute pression, il vient chasser le film de cellulose qui s'est constitué, ou alors on aspire carrément les feuilles par un gros aspirateur. Et ça se poursuit bien évidemment en parallèle du nouveau système qui est mis en place sur les différents trains. Ce sera la dernière question que je vais vous poser. On a tout de même le sentiment que la SNCF met l'accent sur toute la sécurité aujourd'hui, après tout ce qui a pu se passer dans les précédents mois, tout au long de l'année précédente, autour de ces catastrophes ferroviaires. Alors la sécurité a toujours été au cœur de la SNCF et le restera. C'est notre première motivation. On s'assure en permanence du maintien de cette sécurité. Ce dispositif n'est pas, à franchement parler, un dispositif sécuritaire. Il n'intervient pas pour prévenir un accident ou quoi que ce soit. Non, il intervient pour réduire, pour augmenter la durée de vie des essieux et éviter qu'on ait des drames d'arrêté. C'est sa première motivation. Mais des accidents comme Bretigny, vous y pensez forcément lorsque vous mettez en place tous ces dispositifs ? Automatiquement, puisque de toute façon, vous touchez à un train. Donc quand vous touchez à un train, quand vous modifiez un train, tous les éléments d'un train, ou la majorité, ont quand même lien avec la sécurité des passagers. Donc vous y pensez automatiquement. Oui. Merci Thierry Curtier d'être venu sur ce plateau de la SNCF. La SNCF qui met donc l'accent sur le ramassage des feuilles et puis surtout sur l'entretien de ces trains pour circuler durant l'automne. Merci à vous. On continue cette édition du 7-8 L'Actu du côté de Paris où s'ouvre tout juste le salon du chocolat. Il revient chaque année comme les feuilles mortes d'ailleurs. Des Yvelinois y sont présents. Claire Cambier et Jonathan Villeman sont allés parcourir les 20 000 mètres carrés du site Porte de Versailles. Mardi, veille de l'ouverture au public du salon du chocolat. Les 250 exposants finissent de s'installer. Ils viennent de partout en France et même de l'étranger pour dévoiler leurs nouveautés chocolatées. Parmi eux, des artisans yvelinois comme Hubert Baron. Il est l'inventeur de ces fontaines à chocolat géantes. Son atelier de fabrication se situe à Andrézy. Je suis pratiquement le seul au monde à faire cette hauteur-là, c'est-à-dire 2,60 m. Ces fontaines brevetées sont fabriquées à 80% à partir de matériaux français, mais ses clients sont majoritairement étrangers, des professionnels comme des hôtels ou des restaurants. Cette année, il présente cette fontaine à 2 couleurs, chocolat blanc, chocolat noir. L'objectif, c'est de faire l'année prochaine une 3,80 m en 3 couleurs. Un peu plus loin, nous retrouvons un chef chocolatier de Saint-Germain-en-Laye, 19e édition de ce salon et 19e venue pour Pascal Legac. Son étal est presque prêt, une sculpture à croquer et ses créations. Cette année, il présente 3 nouveautés, des bonbons de chocolat au pain d'épices, caramel au beurre salé ou encore parfum exotique, mangue, noix de coco et pulpe de passion. Pour imaginer ses recettes, il tient un carnet de notes qu'il griffonne au gré de ses inspirations. Et les idées que je vois un peu partout, que je note, pas forcément chez moi d'ailleurs, pas dans mon atelier, pas dans mon laboratoire, plutôt à l'extérieur, de ce que j'entends, de ce que je vois, de ce que je goûte, de ce que je sens. Et surtout, souvent dans d'autres métiers. Ça peut être dans la cuisine, ça peut être des idées plus axées sur la boulangerie, la pâtisserie, etc. Les exposants sont maintenant tous installés et peuvent profiter de la soirée d'inauguration. Au programme, un défilé de robes en chocolat portées par des personnalités. Églantine Mémeillé, Elisa Tovati, Marion Bartoli
et Natacha Polony en chocolat Cacao Barry, la célèbre marque illinoise. Et à quand les équipes de TV Phil pour défiler lors du Salon du Chocolat? Toujours dans le cadre de ce salon se tenait aussi pour les professionnels à Paris la finale du World Chocolate Master. 20 chefs pâtissiers, chocolatiers qui s'affrontent depuis lundi pour remporter le titre de champion du monde du chocolat. Le principal organisateur est Cacao Barry, société qui est connue aujourd'hui dans le monde entier, mais elle est née dans les Yvelines à Meulan. Il y a toujours son siège. Nous avons rencontré le français du jury pour savoir en quoi consiste précisément cette compétition. Le premier jour, ils ont eu la partie artistique, donc c'est vraiment amener les éléments au chocolat et monter leurs pièces pour représenter leur thème, leur vision à eux de l'architecture du goût. Donc on a vraiment des choses complètement différentes et des techniques différentes et en général vraiment du très beau travail, agréablement surpris, donc parfait. Et aujourd'hui c'était les dégustations. Ils avaient dessert à l'assiette à faire, entremets chocolat à dominance chocolat qui était très important, chocolat noir. Bonbons enrobés de praliné et là les dernières dégustations ça va être ce qu'on appelle les bonbons moulés et le dernier critère c'est ce qu'on appelle le travail, c'est à l'intérieur du box comment ça se passe, la dextérité, l'organisation, la gestion du stress, l'hygiène, etc., etc. Donc c'est plein de critères de notes, mais en gros on va dire c'est l'artistique, la dégustation et le travail. Et le vainqueur de cette édition est italien, Davide Comaschi, qui l'emporte et qui devient donc champion du monde du chocolat. Et vous, à quoi reconnaissez-vous un bon chocolat? Quels sont vos critères? Vos réponses au micro de Jonathan Villeman. Pour moi, c'est l'odeur. Quand on rentre dans la boutique déjà, on sent la bonne odeur de chocolat frais et je dirais quand ils font dans la bouche, il est bien tendre. À la saveur, au goût. Un bon chocolat, déjà son goût, je pense. Pas trop sucré, ni trop amer. Et puis après, ça dépend des parfums qu'on y trouve. Il y a différents chocolatiers et différents goûts de chocolat. Ah, alors moi, je ne suis pas chocolat du tout. Alors, comment on le reconnaît? Son amertume, je pense. Je crois qu'il faut 70 ou 90% de cacao. Son amertume. Ah, bon chocolat, c'est normalement chocolat belgique. Ah oui, saveur, oui. Et puis, bon, il y a la couleur aussi, la texture, je sais pas ce qu'on peut dire. Moi, je le sens au goût, hein. J'ai toujours mangé du chocolat belge, alors... On quitte le monde du chocolat pour celui des enfants, des loisirs. Pendant les vacances, les enfants peuvent se transformer le temps d'une après-midi en véritables paysagistes. Le musée de la ville de Saint-Quentin qui leur propose d'imaginer de créer leurs espaces urbains sous forme de maquettes, un atelier pédagogique et ludique où même les parents se prennent au jeu. Vous allez le voir avec ce reportage d'Aurélia Debussy et d'Élodie Moine. Alors, si vous voulez faire passer une petite rivière ou un petit ruisseau, comment vous allez dessiner le ruisseau ou la rivière? Comme la mer, comme un zigzag. Comme un zigzag, d'accord. Dessiner une rivière, des parcs et des jardins, c'est dans la peau de paysagistes que se sont glissés les enfants samedi après-midi. À l'initiative du musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines, l'atelier de vacances La Ville en Herbe propose à nos chers petits d'imaginer leurs parcs urbains sous la forme d'une maquette colorée. Là, en l'occurrence, il faut qu'il soit créatif, qu'il soit quand même inventif face à une maquette. Au départ, ça reste abstrait, c'est abstrait, mais en fait, bon, on voit bien que le résultat se concrétise. Et puis surtout, ce sont des enfants qui vivent en général à Saint-Quentin en Yvelines, donc qui connaissent aussi le territoire. L'histoire de la ville nouvelle, à Saint-Quentin en Yvelines, c'est la ville à la fois d'eau et de verdure. Donc c'est en fait pour cette raison que cet atelier existe au sein du musée de la ville. Comme de vrais professionnels, les enfants commencent par dessiner leurs croquis, puis complètent les volumes à partir de matériaux simples et écologiques. Des herbes de Provence en guise d'espace vert, des épices pour tracer les chemins. Objectif, laisser libre cours à son imagination. Là, j'ai fait de l'eau et là, j'ai fait un pont. Et là, je suis en train de faire les chemins. Là, je vais utiliser encore du gris pour faire les chemins. Puis, je vais mettre du marron ici pour faire les bancs. J'aime bien fabriquer des trucs. Je fais un jardin avec des pierres où on peut passer. Un labyrinthe, des arbres et des sculptures.
Un atelier participatif où même les parents se prennent au jeu et profitent avec leurs enfants d'un moment de complicité privilégié. Le thème nous plaisait bien. On pense que c'est assez facile à faire. Et puis on aime bien la nature tous les deux. Moi j'aime bien les choses manuelles, donc autant participer. Le fait d'utiliser des matières naturelles aussi pour arriver à quelque chose qui peut ressembler à ce qu'on rencontre tous les jours, c'est-à-dire des parcs pour les enfants ou des petites forêts. Enfin là on est sur un parc, mais effectivement l'utilisation des matériaux naturels, ça c'est très sympa je trouve. Ouais. Donc on peut reproduire à la maison aussi, c'est ça aussi qui va être sympa. Si on n'a pas fini ou si on veut refaire. Carnet rose dans ce journal, ils sont nés le 9 juillet. Noran et Goran, ce sont les deux nouveaux cervales arrivés au parc zoologique de Thoiry. Après 3 mois dans le confort de leur enclos, ils sont enfin sortis. Le public peut les rencontrer. Olivier Maniscalco et Elodie Moine. À Thoiry, de nouveaux pensionnaires ont rejoint la réserve zoologique yvelinoise. Nolan et Goran, deux cervales nés le 9 juillet dernier, font désormais le bonheur des visiteurs du parc. Animal répandu dans les savanes de l'Afrique subsaharienne, le serval est connu pour être très bon chasseur. Grâce à ses grandes oreilles, son ouïe est très développée et lui permet de repérer ses proies. C'est ensuite en bondissant sur elles qu'il arrive à les attraper. Mais à Thoiry, les conditions de chasse sont différentes. Nous, on les nourrit tous les jours dans la maison. Après, il va y avoir ce qu'on appelle de l'enrichissement. Ça veut dire qu'on va leur mettre une fois par semaine, entre autres, on leur met des truites dans le bassin qui est juste derrière moi. Et du coup, ils pêchent au-dessus du bassin, ils vont observer et ils vont bondir d'un seul coup dans l'eau, ça leur fait pas peur. Contrairement à ce qu'on pense, les félins n'ont pas forcément peur de l'eau. Et du coup, il va bondir dans l'eau et attraper sa truite, donc il chasse. Pour l'instant petit, Noran et Goran arriveront dans un peu plus d'1 an à maturité sexuelle. Afin d'éviter qu'ils se reproduisent avec leurs parents, les félins sont échangés avec différents parcs français et européens. En attendant leur départ, il vous reste jusqu'au 11 novembre si vous souhaitez venir les observer avant la trêve hivernale. Notre dossier Halloween débuté lundi se poursuit aujourd'hui avec un atelier autour de la confection de costumes. L'estaminet à Magny-les-Hameaux qui revêt pour quelques jours les couleurs d'Halloween. Parents et enfants préparent les déguisements en vue d'un défilé le 31 octobre. Aurélia Debussy. Cette semaine, à l'estaminet à Magny-les-Hameaux, les enfants se préparent à fêter Halloween. On peut faire plein de choses. On décore, on prépare et on va prendre des bonbons. Avant le défilé du jeudi 31 octobre et la collecte de bonbons, il faut se mettre au travail. Création des décors, confection de déguisements, il ne reste que quelques jours pour être fin prêt. On fait des costumes pour Halloween pour les enfants, pour qu'ils se marrent bien, hein, pour le jour de défilé. Puis on y fait de la couture, on y fait des petits trucs, c'est sympa. On a fait avec notre idée, on fait comme la tête indie, on invente aussi. Hein. J'adore les enfants, j'aime bien être avec eux et puis je donne un petit peu de temps vu que je suis en vacances aux copains, aux copines. Donner un peu de son temps et partager des moments en famille, c'est aussi l'objectif de cet atelier. On essaye de travailler avec les parents et les enfants en même temps, un peu ramener les familles qui sont un peu isolées, les mamans qui sont à la maison qui ne travaillent pas. Et pendant toujours les vacances scolaires, elles n'ont pas beaucoup d'occupation parce qu'elles n'ont pas les moyens pour payer les centres de loisirs. Et l'objectif, c'est de ramener ces femmes-là et faire des rencontres entre les mamans et les enfants. J'ai ramené ma fille parce qu'elle est toute seule. Je l'ai expliqué, j'ai dit tu vas voir des enfants, voilà, tu vas voir faire beaucoup de choses. Donc elle était très contente. Au même temps, moi aussi, j'aimerais bien voir des mamans parler, partager quoi, qu'est-ce qu'ils font là. Et c'est bien ce qu'ils font. Les enfants défileront déguisés jeudi à 18 h dans le quartier du Buisson. Effrayant, effectivement. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve demain, jeudi, toujours en direct, à 18 h pour une nouvelle édition du 7-8 L'Actu, les programmes qui se poursuivent sur TV Fil.